Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle. Au sommaire de notre dimanche, comment passe-t-on de médecin à tueur en série? Frédéric Péchier, anesthésiste dans le Doubs, a été reconnu coupable jeudi de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. Tout au long de son procès, il a nié les faits, il n'a témoigné aucune empathie envers les victimes. Alors, qui est vraiment Frédéric Péchier? On se posera la question dans un instant. Au sommaire également ce dimanche, nous allons nous replonger dans une enquête de 30 ans. 30 ans que Tatiana Andujar a disparu. Cette jeune fille a disparu à la sortie d'un train à la gare de Perpignan. Depuis 30 ans, sa mère se bat pour savoir la vérité. Un nouvel appel à témoins a été lancé. Saura-t-on la vérité? La mère de Tatiana Andujar sera notre invitée. Et puis, à quelques jours de Noël, nous allons nous plonger dans un cold case de Noël où l'histoire d'un chasseur décapité. Comment un chasseur de 28 ans, Christophe Douard, a été retrouvé un 25 décembre 1995 dans un fossé, la tête décapitée, une botte de chasse à la place de la tête. Qui peut se cacher derrière cette mise en scène sordide? Nous verrons cette enquête et les différentes hypothèses dans la deuxième partie de l'émission. Histoire criminelle, chapitre 16. Soyez les bienvenus. Tout de suite, le fait de la semaine. Et le fait de la semaine pourrait se résumer en une question simple. Qui est vraiment Frédéric Péchier, cet anesthésiste condamné jeudi à 30 ans de prison pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels? Frédéric Péchier, un homme de 53 ans qui travaillait dans deux cliniques essentiellement, deux cliniques où il y a donc eu ces cas suspects, désormais des meurtres selon la justice, même si Frédéric Péchier va faire appel. Alors, qui est vraiment Frédéric Péchier? On va se poser cette question avec nos deux invités. Plana Radenovic, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste police-justice à RTL. Vous êtes la journaliste qui connaissait le mieux cette affaire. Vous la suivez depuis le début et vous avez publié un ouvrage chez Michalon, Le temps qu'il lui reste. Ouvrage absolument passionnant parce que vous êtes la seule journaliste à avoir pu interroger Frédéric Péchier, le rencontrer et discuter avec lui. Ouvrage de référence sur l'affaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis à vos côtés, maître Archibald Céléron, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez défendu l'une des victimes de Frédéric Péchier, l'histoire du petit Teddy. Vous allez nous la raconter. Il n'avait que 4 ans, il a survécu, heureusement, et vous allez nous raconter ce procès et comment ça s'est passé. D'abord, Plana, peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi dans le détail ce procès, rappelez-nous pour quel fait exact Frédéric Péchier a donc été condamné à 30 ans de prison. Oui, alors Frédéric Péchier, c'est un ancien anesthésiste qui a travaillé dans deux cliniques de Besançon. Il vient d'être condamné pour avoir empoisonné, donc volontairement, les poches de réhydratation de 30 patients dont 12 sont morts et 18 sont, donc, selon la condamnation, rescapés. Cet empoisonnement, qu'on le rappelle peut-être pour ceux qui nous regardent, en fait, c'était les poches d'anesthésie qui étaient empoisonnées, dans lesquelles on glissait un produit. Oui, vous savez, tout le monde ici peut-être s'est déjà fait anesthésier. Quand on se fait anesthésier, on a des poches qui sont en perfusion dans notre bras. En fait, c'est pour un petit peu diluer les produits. Donc, normalement, c'est des poches ringées lactate. Enfin, c'est des solutés évidemment sans aucun problème, enfin sans aucune dangerosité. Et là, il se trouve que dans plusieurs de ces poches, on a retrouvé notamment du potassium, enfin des choses qui ne devaient pas être dedans. Et donc Frédéric Péchier a été condamné pour avoir donc volontairement mis ces substances-là dans les poches, donc on dit polluer ces poches, pour causer les arrêts cardiaques de patients, parfois les sauver et parfois les laisser mourir. Alors on va essayer de comprendre comment un médecin peut commettre cela. Avant cela, il y a une illustration très concrète, Plana, de ce que vous venez de raconter. C'est l'histoire de la famille que vous défendiez, maître, et l'histoire du petit Teddy. Il a 4 ans. Teddy, il va à l'hôpital avec ses parents pour se faire enlever les amygdales. Opération on ne peut plus classique, tout se passe bien, évidemment un peu effrayé comme un petit garçon qui va à l'hôpital. On va l'endormir et puis au moment où on l'endort, son cœur va lâcher. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Racontez-nous. J'ai envie de dire, c'est même pas au moment où on l'endort, c'est au moment où on le perfuse. Ouais. Plana Radenovic vient de l'expliquer. Au moment où vous avez cette banale poche de perfusion, donc un liquide totalement neutre, 3 minutes après, un arrêt cardiaque réfractaire de 25 minutes. C'est-à-dire que son cœur ne bat plus et on essaye de le réanimer avec 9 injections d'adrénaline, avec 5 chocs électriques au défibrillateur. Il ne se réveille pas pendant plus de 25 minutes. Il va faire 2 jours de coma, 5 jours dans une salle
salle de réanimation, intubé, sédaté. C'était un calvaire qu'a vécu le petit Teddy, ses parents avec. Et puis très vite, la question se pose de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, parce que vous avez plus de chances d'avoir en réalité un problème en allant en voiture à la clinique ou en montant avec l'ascenseur vers votre bloc plutôt que dans cette opération qui n'a absolument aucun risque, aucune dangerosité, qui est très connue, qui est très déblayée, qui est une ablation des amygdales comme on en fait 25 par jour dans ces cliniques. Et au début, la famille, elle est dans le noir parce qu'elle comprend pas ce qui s'est passé, mais elle a cette intuition de famille que il s'est passé quelque chose d'anormal. Et en réalité, c'est un an plus tard, l'affaire Péchier éclate et ils font le lien, mais pas seulement eux, mais beaucoup de pontes aussi à Besançon, du centre hospitalier de Besançon. Parce que tout le monde dit, tous les médecins disent, un enfant de 4 ans à qui on injecte cette perfusion, il n'y a aucun risque, ça ne peut pas arriver. Tout à fait, il est impossible pour un enfant, sauf à avoir des malformations cardiaques, bien évidemment, mais pour un garçon sain, de faire une telle réaction, c'est impossible. Et ce sont des séquelles qui peuvent vous suivre. Là, encore aujourd'hui, Teddy a 15 ans. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son anniversaire, je lui passe ce petit message. Encore aujourd'hui, il a des difficultés d'apprentissage, des réminiscences nocturnes, des sueurs froides dans les extrémités et d'autres séquelles physiques et psychologiques. Et surtout, c'est un gamin qui a grandi dans l'ombre de cette affaire, j'ai envie de dire, parce qu'il avait 4 ans, il s'en souvenait pas, mais il a vu sa famille s'inquiéter pendant toutes ces années d'enquête. Et puis à l'école, on lui a rappelé, parce qu'évidemment, le cas Péchier dans la région de Besançon est un cas trop connu, jusqu'à un jour où il est rentré à la maison, il a dit à son père, « Papa, c'est vrai qu'on a voulu me tuer ». Et c'est ce jour-là, quand il avait 8-9 ans, donc 4 ou 5 ans après les faits, où son père a sorti une boîte avec quelques articles de l'Est républicain qui suivaient l'affaire, et cette famille a décidé finalement d'expliquer au petit Teddy ce qui lui était arrivé. Comment il a vécu ce procès? Parce qu'il a 15 ans, il a grandi avec cette histoire, avec ces bribes d'informations, des parents qui ont eu le courage de lui expliquer les choses, mais comment il a vécu ce procès? Je ne saurais pas vraiment décrire comment il l'a vécu. C'est quelqu'un de très discret, très introverti, très réfléchi, très pensif. Il avait du mal à faire sortir ses émotions, mais ce qui est terrible en réalité chez ce jeune homme, c'est la culpabilité. C'est lui qui se sent coupable parce que vu que c'est par lui où le malheur est arrivé dans sa famille, il se sent coupable aux yeux de sa famille et finalement il se demande si c'est pas à cause de lui tout ça. C'est ça qui est terrible et c'est ça qui était intéressant avec ce verdict dont on va probablement parler. Mais en fait, la justice, les jurés, les juges, une cour d'assises et finalement dire non, en réalité, Teddy, c'est toi la victime et c'est Frédéric Péchier le coupable et tu dois t'enlever cette culpabilité. Et aussi, c'est important d'entendre ça de la part d'un jeune homme qui a perdu confiance un peu dans l'institution médicale, il faut le dire, et qui aujourd'hui a décidé de refaire confiance à une institution, c'est de la justice cette fois, et ce coup-ci, il ne s'y est pas trompé. Je pense que la justice n'a pas démérité. Ce procès, il a été très très long. Il y a eu des moments extrêmement fort, puisqu'on parle de Teddy. Il y a eu le moment où vous avez diffusé aux jurés la photo de Teddy dans son lit de réanimation, intubé. On l'a montré évidemment pas avec ses parents autour de lui, mais tout le monde imagine un enfant de 4 ans intubé et tout le monde se projette et c'était extrêmement dur. Il y a aussi eu, parce que vous l'évoquez, Plana, le moment du verdict. Il faut que vous nous racontiez ce moment de verdict. 30 victimes, donc 30 questions posées aux jurés. Chaque cas était analysé. Il fallait donc que les jurés disent oui ou non coupable pour chaque cas. Ça veut dire que les 30 noms des 30 victimes ont été énumérés les unes derrière les autres dans un silence de la cour d'assises incroyable. Oui, il faut dire que tout au long de cette audience, ça a été très digne. C'est-à-dire que là, la présidente avait fait un petit mot au début, avant le verdict, pour dire à la salle de ne manifester aucune émotion, que ça soit dans un sens comme dans l'autre. Et ça a été vraiment respecté. Et pour le coup, c'est à saluer parce que voilà, quand on est partie civile dans un dossier, on a le droit aussi d'être énervé, on a le droit d'être en colère, on a le droit de plein de choses. Donc là, tout le monde a gardé le silence. On avait l'accusé qui était à la barre, parce que je rappelle que ce qui est très étonnant dans cette affaire aussi, c'est qu'on a un accusé qui n'a jamais mis un pied en prison, en tout cas avant le verdict. Donc il a comparu pendant ces 3 mois et demi d'audience. Libre. Il était libre. On l'a vu tous les jours arriver comme ça au procès. Il arrivait par ses propres moyens. Il avait loué un Airbnb à Besançon. Enfin, il faut quand même imaginer, vu l'ampleur des faits qui lui sont reprochés, cette discordance. Donc déjà, et au verdict, donc il était debout à la barre et ça a duré une bonne demi-heure à peu près. La présidente en fait lisait chaque cas en fait et
à la question Frédéric Péchier est-il coupable d'avoir empoisonné les poches concernant tel patient, il a été répondu oui, et à chaque fois avec une circonstance aggravante. Donc oui, c'était très fort. Et puis il y avait évidemment cette attente immense qu'on sentait même dans le silence des parties civiles. Et puis aussi cette tragédie quand même, parce qu'il y avait la famille de Frédéric Péchier qui était là, qui l'a soutenu de A à Z, qui le soutient depuis toujours. Et puis encore une fois, c'est quelqu'un qui n'avait pas de casier judiciaire avant. C'est quelqu'un qui n'avait jamais fait de prison. Donc là, il prend la réclusion criminelle à perpétuité. C'est, pour cette famille, c'est un effondrement aussi énorme. Ça amène plusieurs questions. La première, c'est de comprendre, si on peut comprendre, pourquoi Frédéric Péchier a fait cela, sachant qu'il est condamné, mais qu'il a fait appel. Plana, vous l'avez rencontré, vous avez parlé avec lui, vous avez suivi les audiences. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une réponse à cette question? Pourquoi a-t-il empoisonné ses poches? Alors, je vais vous décevoir parce que je ne sais pas. En fait, moi, pourquoi j'ai voulu le rencontrer à la base, c'est parce que moi, c'est 2 ans après l'éclatement de l'affaire que je l'ai rencontré, donc en 2019. L'affaire éclate en 2017, parce que je me dis, je ne comprends pas. J'ai d'un côté un homme qui clame son innocence, que la justice laisse en liberté sous contrôle judiciaire. C'est la justice quand même, hein, c'est pas rien. Et qui l'a même autorisé, à reprendre la médecine sans être en lien direct avec les patients, mais à reprendre la médecine durant l'instruction. Tout à fait, c'est vrai que c'est assez fou. Et d'un autre côté, on a l'ampleur de l'accusation qui est aussi titanesque. Donc à la base, moi j'étais intriguée par cette personnalité. Comment cette personnalité a-t-elle pu faire ce qu'on lui reproche, si tant est qu'il a fait ce qu'on lui reproche? Parce que là, il a fait appel, donc la présomption d'innocence court toujours jusqu'à son procès en appel. Mais bon, en effet, il y a une première condamnation, donc la justice l'a considéré quand même une fois coupable, même si la présomption d'innocence recourt. Mais en fait, moi, la grande déception de ce procès, c'est qu'en fait, on n'a pas plus compris la personnalité de Frédéric Péchier. Et moi, je l'ai rencontré des heures et des heures, on a discuté. Alors, la chose que j'ai vraiment vue, c'est que, en fait, Frédéric Péchier, c'est quelqu'un qui est sincèrement et très attaché à sa famille, qui sincèrement, veut protéger ses enfants, sincèrement les aime. Donc, en fait, quand on parle de tout ça, de la sphère familiale, c'est quelqu'un chez qui j'ai perçu beaucoup de sincérité et d'empathie. Ça, c'est indéniable, et je pense que c'est apparu aussi à l'audience. En revanche, sur les faits, comme il clame son innocence, si vous voulez, c'est mur contre mur. Il peut pas s'expliquer sur des faits, évidemment, il dit que c'est pas lui. Donc, et c'est vrai qu'il n'a rien concédé pendant ce procès. Une attitude extrêmement verrouillée, pas d'empathie envers les victimes, vu qu'il estime qu'il n'est coupable de rien. Il y a eu plusieurs hypothèses. L'hypothèse, entre guillemets, du pompier pyromane, l'homme qui empoisonne des poches pour tenter de sauver des gens derrière et donc se donner une aura. Il y a eu l'hypothèse de vengeance envers des collègues qu'il n'appréciait pas et donc de nuire à ses collègues. Vous, maître, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais quelle perception vous avez eue de cet homme? C'est qui, selon vous? Effectivement, il y a un peu des 2 mobiles que vous avez énoncés. Il y en a un troisième qui est plus un état d'esprit qu'un mobile en réalité, c'est la fragilité psychologique de cet homme qui est quand même apparu lors de cette audience, derrière ce vernis de famille parfaite, de famille instagrammable, les voyages à Tahiti, etc. Tout va bien. On s'est aperçu quand même que c'était quelqu'un qui s'ennuyait énormément, qui avait fait des tentatives de suicide, qui exprimait un certain mal-être. Donc c'était quand même assez important. Et j'ai envie de vous dire, nous on a des pistes pour les mobiles. C'est d'ailleurs les mobiles qui ont été ramenés par l'accusation, qui ont été consacrés par la cour d'assises. Mais en fait, la manière la plus simple de savoir pourquoi il a fait ça, c'est simplement que Frédéric Péchier nous dise en appel pourquoi il a fait ça. Parce que en réalité, moi, je ne me réjouis pas que quelqu'un soit condamné à la prison à perpétuité, premièrement. Deuxièmement, il est présumé innocent, j'ai aucun problème avec ça. Troisièmement, il fait appel, c'est son droit le plus strict. Mais pour lui, il faut qu'un appel, ça serve à quelque chose. Pour lui, pour le public, pour les parties civiles, parce que les parties civiles, les victimes, il va leur refalloir encore beaucoup de courage, beaucoup de dignité pour affronter cet homme pendant 3 ou 4 mois dans une autre cour d'appel. Donc, un appel, d'accord, mais un appel pour quoi faire? Si c'est un appel pour effectivement vous expliquer ce qui lui est passé par la tête, qui dise enfin aux victimes pourquoi elle, pourquoi ce jour-là, pourquoi cette période-là, pourquoi avec ce mode opératoire, là, ça serait un appel qui aurait du sens et qui, dans un certain sens, paradoxalement, lui bénéficierait. Mais en l'état, si on reste face au même mur, les mêmes causes, pour moi, produiront les mêmes effets. Est-ce que si je lis entre les lignes, Plana, de ce que vous dites,
ça me fait penser à Jonathan Daval, qui n'arrivait pas à avouer pour protéger sa propre mère, qui n'arrivait pas à sortir de son mensonge parce qu'il aimait sa mère et qu'il ne voulait pas lui faire du mal. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir chez Frédéric Péchier un tel amour de sa famille, une volonté de les protéger, qui ferait qu'il essaye de les protéger en s'enfermant, en se verrouillant? Et d'ailleurs, il a une attitude, on doit bien le dire, on la voit, très verrouillée. Ah bah, si c'est lui, encore une fois, c'est une hypothèse pour l'instant, mais si c'est lui, c'est sûr qu'il ne peut pas avouer. Quand on a entendu son frère Marc Péchier à la barre dire « si c'est mon frère l'empoisonneur, je lui crache dessus, je lui ouvre les portes de la prison », c'est sûr que ça ne pousse pas tellement à avouer. Donc, évidemment que si c'est lui, c'est encore plus dur d'avouer. Et moi, ce qui m'a passionné aussi dans l'étude que j'ai pu faire, enfin à mon modeste niveau de journaliste, je suis pas expert psychiatre, mais en tout cas de le rencontrer, discuter avec lui, c'est que si c'est lui, encore une fois, c'est un si, il y a un clivage tellement énorme que quand on parle avec lui, c'est pas apparu là à l'audience, parce qu'à l'audience, en fait, il était verrouillé, il était sous cachet, sous antidouleur, sous anxiolytique, sous antidépresseur. Enfin bref, il a rien ouvert du tout. Mais quand on parle avec lui seul à seul, si vous voulez, c'est quelqu'un qui apparaît normal. Donc en fait, si jamais c'est lui, c'était la métaphore de Daniel Zaguri, l'expert psychiatre à l'audience, ça veut dire qu'il y a comme un volcan souterrain, enfin sous-marin même, et qu'on percevrait que des petites rides à la surface de l'eau de l'activité de ce volcan. Donc c'est-à-dire que c'est tellement fort comme clivage qu'on ne peut pas le percevoir, si vous voulez, à l'œil nu. Donc j'imagine que si, encore une fois, c'est lui, pour sortir cette partie-là de sa personnalité, la sortir et faire coïncider les deux faces, à mon avis, c'est peut-être même de l'ordre de l'impossible. Enfin, je suis pas psy, mais ou alors c'est un effondrement total qui viendrait sur lui, quoi. Alors on verra ce que donne le procès. Normalement en appel, c'est dans l'année qui suit. Maître, lors de votre plaidoirie, vous avez aussi parlé de la dimension sociale de ce procès, comme s'il y avait une forme de mépris de la part de Frédéric Péchier. Expliquez-nous ce que vous vouliez dire, parce que c'est intéressant, parce que ça donne aussi une dimension, et c'est ce que vous disiez à l'instant, sur ces familles qui vont à l'hôpital, qui font confiance à une institution, et qui n'ont peut-être pas toujours été parfaitement respectées et écoutées dans le processus qu'il y a eu. Ce qui est intéressant avec ce type de procès, c'est que c'est tellement long, 3 mois et demi en l'occurrence, que lorsqu'arrive le jour de votre plaidoirie à la toute fin du parcours, vous pouvez atteindre quand même une certaine subtilité dans le message que vous voulez dire, parce que vous l'avez vraiment vous-même éprouvé au fil des semaines, et vous pouvez arriver aussi à parler avec les tripes. Je pense que ce que j'ai essayé de plaider, c'est quelque chose qui a été ressenti par une grande partie du public et par une grande partie de ces familles de victimes qui effectivement ont été victimes d'une sorte de mépris de classe au-delà de l'empoisonnement dont ils ont été victimes, parce que déjà c'était un autre univers, c'était souvent des gens simples qui venaient du Jura, de la Haute-Saône, de la région de Besançon, qui venaient confier leur fils, leur femme, peu importe, à une clinique, et de l'autre côté vous aviez déjà ce monde médical avec son jargon technique derrière lequel s'est retranché beaucoup Frédéric Péchier pour essayer de nous perdre en disant de toute façon l'accusation ne vont pas comprendre, c'est trop technique. Et puis ces jeux de pouvoir aussi entre les anesthésistes, avec les chirurgiens au sein de la clinique, etc. Donc on était confronté à un autre monde. Et puis Frédéric Péchier lui-même, sa famille, ses voyages, la réussite sociale qu'il essayait de mettre en avant, et le manque de considération qu'il a eu pour certaines familles. Et on le sait, on en a la preuve, puisque parfois il était placé sous interception téléphonique, donc des écoutes téléphoniques où il qualifiait telle et telle de famille de plouc, de beubeux, de débile, etc. Et donc c'est sûr que la lecture de ces écoutes a fait très mauvaise impression pour Frédéric Péchier, et les familles qui pour la plupart venaient d'un même milieu social assez modeste a pu ressentir, c'est sûr, une sorte de mépris de classe de la part de cet ancien anesthésiste drapé comme la star de l'anesthésie à Besançon, comme la star du médical, et qui venait pas du même univers. Donc il était peut-être bon aussi de remettre l'église au milieu du village et de rappeler qu'en réalité tous les milieux et les valeurs se valent, et au contraire même, parce que ce sont des gens qui portaient des valeurs familiales très fortes et qui se sont battus vraiment avec beaucoup de sang-froid, et au final la justice leur a donné raison. Donc c'était une dimension importante, me semble-t-il, la dimension sociale. Et c'était très intéressant de vous entendre là-dessus. Il y a un combat extrêmement fort des familles, parce que il a fallu se faire entendre, se faire reconnaître, affronter 3 mois de procès extrêmement long, et puis on a l'impression aussi d'avoir l'histoire de la déchéance d'un homme
qui était, comme vous le disiez, l'anesthésiste phare, l'anesthésiste reconnu, qui, quand même, en cours d'instruction, a tenté de se suicider, qui a une famille qui le soutient, mais qui doit se poser des questions. C'est l'histoire de la déchéance d'un homme. Oui, bien sûr, c'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans le livre. Et aussi, je trouve, ce qu'on observait à l'audience, c'est-à-dire qu'il y avait une autre disproportion quand même qui était cette fois judiciaire, c'est-à-dire que Frédéric Péchier, il était défendu par un seul homme, qui est Maître Randall Schwerdorfer, et face à lui, il y avait une vingtaine d'avocats de partie civile, dont quelques-uns dont vous connaissez très bien le dossier, étaient vraiment très présents tout le temps, etc. Il y avait 2 avocates générales qui étaient excellentes, et donc les débats étaient quand même assez disproportionnés quand même. Mais et donc sur la déchéance d'un homme, oui, c'est quelqu'un. Je raconte dans le livre sa garde à vue. C'est quelqu'un évidemment qui connaît pas du tout, qui n'est pas connu de la justice, comme on peut dire. Ouais. Et en fait, il rentre de vacances, des super vacances à La Réunion avec sa famille. Il est bronzé, la chemise ouverte, etc. Il arrive avec sa belle voiture. Il est placé en garde à vue. Et là, son monde s'écroule. Et les policiers disent à sa femme de le quitter. Et ses enfants sont témoins parce qu'il habite encore à ces moments-là d'une perquisition. Et c'est vrai que souvent, c'est un sujet, vous savez, qui me tient à cœur, la famille des accusés, parce que bon, là, lui, il est présumé innocent, bien sûr, mais si jamais il est coupable, bon, à la limite, il aura ce qu'il mérite, entre guillemets. Mais les gens qui l'entourent, ses proches, ils ont rien demandé. Et en fait, eux, si vous voulez, ils sont pas suivis, ils sont témoins de tout ça, du spectacle de la déchéance de leurs proches. Et en effet, cette affaire a duré bien trop longtemps, entre 2017 et le procès qui vient de se terminer aujourd'hui. C'est une attente qui est insupportable, évidemment en premier lieu pour les parties civiles, mais c'est une attente qui est insupportable pour l'accusé et sa famille. L'accusé qui est libre en attendant, mais qui est libre, mais que sa famille a peur tous les jours, qui se tue en fait. Évidemment. Donc c'est vraiment une tragédie, cette histoire. Je renvoie vers le temps qui lui reste chez Michelon, parce que ça n'excuse pas un homme, mais ça éclaire une personnalité. C'est vraiment passionnant à lire pour comprendre ce procès qui vient de se dérouler. Merci beaucoup, maître Archibald Théron. Plana, je vous dis à tout à l'heure, on va vous retrouver pour une autre histoire, un cold case de Noël que vous connaissez parfaitement, et on sera ravis de vous retrouver. Merci beaucoup, maître, d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Allez, tout de suite, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et l'on se plonge ce dimanche dans une enquête de 30 ans. 30 années de combat, 30 années pour essayer de comprendre ce qui est arrivé à Tatiana Andujar, cette jeune fille de 17 ans qui s'est comme volatilisée à la sortie d'un train à la gare de Perpignan. Tatiana Andujar, je vous le disais, elle avait 17 ans, la vie devant elle, et elle fait aujourd'hui partie de celles qu'on appelle les disparus de Perpignan. Mais rien n'est perdu pour savoir ce qui s'est passé, car le pôle de Nanterre a repris ce dossier. Un appel à témoins a d'ailleurs été lancé encore récemment. Alors quelles sont les pistes, quels sont les espoirs de celle qui s'est battue toute sa vie pour savoir ce qui s'est passé? C'est la question qu'on va poser évidemment à Marie-Josée Garcia. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la maman de Tatiana Andujar. Merci encore une fois d'être là, parce que ce combat, ça fait 30 ans que vous le menez et vous ne lâchez pas. Quoi qu'il arrive dans votre vie, vous êtes là et vous vous battez. Merci beaucoup d'être là. À vos côtés, maître Philippe Capsier, bonjour. Merci beaucoup d'être là pour accompagner madame Garcia et pour nous aider à comprendre cette affaire dans laquelle il y a des éléments. Cette affaire qui a ce nouvel appel à témoins, on va en parler, et qui a peut-être l'espoir, grâce au pôle de Nanterre, de déboucher un jour. Commençons peut-être... Marie-Josée Garcia, par parler de Tatiana, par lui rendre hommage, parce que Tatiana, c'était une jeune fille de 17 ans, pleine de vie. Quels étaient ses projets en septembre 1995? Racontez-nous cela en voyant les images que vous nous avez prêtées de votre album de famille. Alors, Tatiana était une jeune fille pleine de vie, qui avait plein de projets dans la tête, partir au Brésil, voir son grand-père quelque temps, obtenir son bac, et ensuite commencer des études... et tout ça s'est arrêté du jour au lendemain, tous les projets, toute notre vie en fait s'est arrêtée du jour au lendemain. C'était le 24 septembre 1995. Tatiana était partie en week-end avec des copines. Elle vous avait pas forcément tout dit, comme le fait une adolescente de 17 ans. Et puis quand même, quand elle arrive à Perpignan, elle rentre de Toulouse, en fait, elle prend un train, elle va vous passer un petit coup de fil. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle nous appelle pour nous dire de pas s'inquiéter, qu'elle allait rentrer un petit peu plus tard que prévu, mais que tout allait bien et qu'elle allait rentrer dans la soirée. Tatiana n'a pas beaucoup de chemin à faire entre Perpignan, vous habitez à Loupia, c'est bien ça? Loupia. On va regarder sur une carte à peu près ce que ça fait. Il y a combien de kilomètres entre Perpignan et Loupia? Peut-être une dizaine. Une dizaine de kilomètres seulement. On va voir la carte un instant, histoire de se situer un petit peu les choses. Voilà, on la voit ici, la gare de Perpignan, Loupia. Elle compte faire de l'autostop
pour rentrer, a priori, c'est l'hypothèse privilégiée. Qu'est-ce qu'on sait, maître, des dernières minutes au moment où Tatiana sort de la gare? Qu'est-ce qu'on sait de la chronologie des faits? D'abord, on sait avec certitude qu'elle est bien arrivée en gare de Perpignan. On sait que dans le train, elle a rencontré un jeune militaire avec qui elle a pu échanger ses coordonnées. Ce témoin a été entendu, a confirmé cette arrivée en gare de Perpignan. Et puis ensuite, on perd rapidement sa trace à la sortie de cette gare de Perpignan, où, semble-t-il, elle a quelques mètres à faire pour s'engager sur la route principale et éventuellement être prise en stop. Voilà où s'arrête la trace de Tatiana ce 24 septembre 1995. Ça veut dire qu'on ne sait pas grand-chose. Il y a ce militaire, David, qui sait qu'elle est à la gare de Perpignan. Et après, c'est comme si elle s'était un peu volatilisée. Elle se volatilise, elle s'évapore complètement. On n'a donc aucune scène de crime, on n'a aucun indice matériel, on n'a aucun élément de vidéosurveillance à l'époque, on n'a aucun élément de téléphonie à l'époque. On a peut-être un témoignage de quelqu'un qui nous dit que peut-être elle a pu être prise par une voiture après avoir téléphoné, mais rien de très précis, rien de concordant avec d'autres éléments du dossier. On a un vide et un temps, celui de l'enquête, mais aussi celui de la famille qui s'arrête à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est terrible parce que c'est comme s'il y avait une disparition totale. Comment vous, ça se passe? À quel moment vous commencez à vous inquiéter ce 24 septembre? Elle vous a dit j'aurai un peu de retard, j'imagine que vous l'attendez. Comment ça se passe? Donc on attend dans la soirée, je m'inquiète un peu et puis le papa Tatiana me dit écoute, elle aura dormi chez sa copine, t'inquiète pas, demain matin on aura des nouvelles. Bon, je me lève, à l'époque je faisais les vendanges, donc je vais faire les vendanges, je rentre à midi, aucun signe de Tatiana et là je m'inquiète. Donc j'appelle le lycée qui me dit que Tatiana ne s'est pas rendue au lycée le matin et je me rends à la brigade de gendarmerie immédiatement. Je savais que c'était pas normal qu'elle ne soit pas au lycée, qu'elle ne nous ait pas appelés, qu'elle ne soit pas passée à la maison. Pour moi, c'était déjà dramatique. On vous écoute à ce moment-là, on prend les choses au sérieux? Pas du tout. Alors au début, on nous dit que c'est une fugue, que beaucoup d'enfants de cet âge-là fuguent, qu'il faut attendre 48 heures. Et puis ensuite, on nous dit que, en fait, les gendarmes entendent les amis de Tatiana qui confirment qu'elle s'est rendue à Toulouse et non pas à Font-Romeu comme prévu. Donc, ils nous demandent d'aller à la brigade des mineurs de Toulouse, de déclarer sa disparition. Là, on nous a presque rayonnés, vraiment. Et on revient sur Perpignan jusqu'à ce qu'un appel à témoins par le journal indépendant que nous avions sollicité à l'époque nous confirme donc avec l'appel de ce David, ce militaire, oui, c'est là que les qu'en choses, fait elle est vraiment rentrée à Perpignan. C'est là que les choses vont changer parce qu'au début on vous dit bon elle est jamais rentrée, elle est partie faire sa vie et puis il y a cet appel à témoins qui est quand même lancé et le fameux militaire David qui va dire bah si moi j'ai pris le train avec elle, j'ai discuté avec elle, je lui ai même proposé de la ramener, elle n'a pas voulu. À ce moment-là l'enquête, est-ce qu'il y a des éléments ou est-ce que très vite elle s'enlise cette enquête? Comme Madame Garcia vient de le dire, on n'y croit pas trop au début, alors qu'on sait aujourd'hui avec le recul que ce sont les premiers temps qui sont le plus souvent déterminants. Donc à la petite brigade de gendarmerie de Thuir, on n'y croit pas trop. C'est une partie de ping-pong avec les services de police de Toulouse. Et puis effectivement, tout ce temps qui a été perdu ne sera jamais rattrapé. Et donc aujourd'hui encore, 30 ans après, on regarde dans le rétroviseur et on s'aperçoit, avec notamment le nouveau service d'enquête qui est saisi, de tous les manquements qui ont pu être relevés au cours des premiers temps de l'enquête, qui évidemment n'ont pas permis de prendre la bonne direction rapidement. Et on va reprendre d'ailleurs les différentes pistes. 2 ans après, il va y avoir un non-lieu, parce que comme il n'y a pas grand-chose, on va prononcer un non-lieu. On va vous dire, votre fille elle est plus là, il n'y a pas d'éléments, on ne sait pas quoi faire, c'est comme ça. J'imagine que pour vous, c'est une double peine immense. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre fille et on vous dit, c'est terminé. C'est fini. On vous dit c'est fini. Et là, moi, je me révolte. Je dis non. En fait, c'est pas fini, c'est pas possible. C'est pas fini. Nous, on est là, on attend, c'est pas fini pour nous.
Donc c'est à ce moment-là où je commence un petit peu à solliciter les médias, qui d'ailleurs ont toujours répondu présent. Et pendant presque 18 mois, donc on va mener l'enquête nous-mêmes, on va créer l'association Tatiana, on va recevoir des coups de fil, des témoignages, et on va bouger dans tous les sens pour essayer de retrouver notre fille. C'est pas notre métier, on n'est pas équipé, mais on a fait ce qu'on a pu, sans qu'il y ait de résultats. Mais vous avez maintenu la pression, entre guillemets. Vous avez continué à parler de Tatiana, et ça a débouché en 2022, puisque le pôle des cold cases, comme on l'appelle, le pôle des affaires non élucidées de Nanterre, a repris le dossier. Et là, on se rend compte, et Maître, vous commenciez à l'évoquer, qu'il y a quand même énormément d'éléments, parce que Tatiana fait partie des disparus de Perpignan. Alors, le pôle de Nanterre a d'ailleurs, en septembre dernier, relancé un appel à témoins pour essayer de recueillir des témoignages sur Tatiana, extrêmement important, parce que ça veut dire que le pôle de Nanterre y croit, ça veut dire que le pôle de Nanterre pense qu'il peut y avoir de nouveaux éléments. Il espère quoi, Maître, d'ailleurs, avec un appel à témoins 30 ans après? Alors, ce que le pôle espère, ou le service d'enquête de cet appel à témoins, je n'en sais rien, mais nous, ce que nous espérons, c'est un résultat. Et nous touchons du doigt d'abord, là, les premiers résultats de cette saisine par le pôle de Nanterre, parce que on a bien vu, parce que du travail a été fait depuis 3 ans par ce pôle et par le nouveau service d'enquête, qui est la section de recherche de Montpellier, que le dossier a été investi, mais vraiment investi. Des moyens humains ont été mis sur ce dossier. Le dossier a été très largement investi, du travail de reprise de tout ce qui avait été fait depuis 30 ans a été parfaitement synthétisé, parfaitement analysé, des pistes ont été identifiées, des manquements aussi. On se rend compte aujourd'hui, 30 ans après, qu'on a traversé toutes ces années sans avoir ne serait-ce que l'ADN de Tatiana. Donc il y a là un vrai espoir pour cette famille et pour la partie civile en général, d'avoir vraiment des résultats avec ces nouveaux moyens d'enquête et ce service qui a été mobilisé, et nous l'avons là mesuré avec les 3 années qui viennent de s'écouler. Ça peut paraître long, 3 ans, mais quand on hérite d'un dossier un peu volumineux, il faut d'abord y rentrer, il faut analyser ce qui a été fait, identifier évidemment ce qui a été bien fait et moins bien fait ou pas fait du tout, et puis ensuite identifier des hypothèses et des pistes de travail. C'est tout ce qui a été aujourd'hui réalisé, et on a vraiment beaucoup d'espoir, parce que on a la certitude aujourd'hui, et c'est confirmé par les premiers résultats, que des moyens sont mis et que le dossier a été très largement investi. D'autant qu'il faut le dire, c'est un dossier complexe dans lequel vous avez eu par moments des espoirs, des déconvenus. Parce que Tatiana, je le disais, fait partie des disparus de Perpignan. C'est comme ça qu'on a appelé ces 4 jeunes filles. En fait, entre 1995 et 2001, 4 jeunes filles vont disparaître autour de la gare de Perpignan. C'est Tatiana la première, le 24 septembre 1995. Mokhtaria Chaïb, elle a 19 ans, elle disparaît le 21 décembre 1997. Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, disparaît le 16 juin 1998. Et puis Fatima Hidraouf, 23 ans, va disparaître le 9 février 2001. Pour Mokhtaria et pour Marie-Hélène, il va y avoir une avancée concrète, c'est-à-dire qu'on va arrêter un homme qui s'appelle Jacques Rançon et qui va être condamné. Expliquez-nous qui est Jacques Rançon, et il est condamné pour ces 2 femmes qui seront retrouvées mortes. Oui, alors la piste Rançon a été une piste importante pour nous aussi, parce que, vous l'avez rappelé, on a des profils de victimes qui sont très similaires, de jeunes femmes âgées de 17 à 23 ans, au profil physique d'ailleurs assez ressemblant. On a une identité aussi de lieu, les abords de la gare de Perpignan, et puis on a pour certaines des disparitions, c'est Tatiana, pour d'autres des découvertes ensuite de corps mutilés, et donc on a évidemment cette piste Rançon qui va évidemment nous intéresser. Cet homme qu'on voit là, qui s'en est pris à ces 2 jeunes femmes extrêmement violemment, qui les a tuées. C'est le profil du chasseur, du prédateur total. Sexuel qui sort pour trouver sa victime, passer à l'acte et ensuite mutiler et faire disparaître les corps. Donc cette piste était évidemment une piste importante pour ces motifs-là. On a très rapidement compris que c'était pas la bonne, puisque au moment des faits,
et il était à ce moment-là incarcéré dans une maison d'arrêt du nord de la France et il était dans l'impossibilité de se situer à Perpignan ce 24 septembre 1995. Alors il y a une autre piste qui va surgir en février 2001, c'est quand on va découvrir le corps de Fatima. Et là, il va y avoir une enquête qui va être menée. On va remonter à un homme qui s'appelle Marc Delpech. Marc Delpech est un homme qui tient un bar, le San Diego, à Perpignan. D'abord, qu'est-ce qui lie, maître, Marc Delpech à Fatima ? Alors, la piste de Marc Delpech a été une des pistes qui a été explorée par le service d'enquête et le juge d'instruction à l'époque et en suivant également. Ce qui relie Tatiana à Marc Delpech, d'abord, c'est certainement une proximité géographique parce que les deux ont pu se rencontrer au cours de l'été 1995 sur la commune de Port-le-Cat où Tatiana faisait la saison et où on a le sentiment que Marc Delpech a pu également séjourner. On a pu aussi avoir l'idée que, et même la confirmation, qu'ils ont pu se rencontrer également dans le département des Pyrénées-Orientales. Marc Delpech fréquentait ce milieu d'étudiants. Il a ouvert en suivant un bar au centre-ville de Perpignan. On a quelques éléments sérieux qui peuvent nous faire penser qu'ils ont pu croiser leur chemin. Et puis on a aussi le témoignage du papa de Tatiana qui rapporte que Tatiana a pu faire état donc que Marc Delpech, qu'elle avait pu rencontrer, aurait pu donc lui proposer un emploi parce qu'à ce moment-là le papa de Tatiana était à la recherche d'un emploi. Donc on a quelques éléments qui nous font penser avec une certaine certitude qu'ils ont pu effectivement se croiser au cours de l'été 95 et de la rentrée de septembre 95. Et on sait qu'il s'en est pris à Fatima. Et on sait aussi qu'il est passé à l'acte en 2001 en enlevant, en violant et en tuant Fatima Hidraou, qui est une jeune femme qui était caissière au moment des faits, qu'il avait pu alors rencontrer et croiser sur son parcours et qu'il avait donc en suivant enlevé avec un profil psychiatrique qui intrigue et qui a vraiment intrigué d'abord les experts psychiatres mais aussi tous les observateurs parce que on a vu derrière le profil psychologique et psychiatrique de Marc Delpech quelque chose de très inquiétant. Dans les affaires de Tatiana, vous allez retrouver, Marie-Josée, un petit flyer, un petit coupon qui évoque une soirée au San Diego, le bar de Marc Delpech, le soir même où va disparaître Tatiana. Exactement. Sauf que les enquêteurs à l'époque me disent, mais en fait, Marc Delpech n'était pas gérant du San Diego à ce moment-là et ce jour-là. Sauf que je pense qu'il n'est pas devenu gérant du San Diego par hasard. Que certainement c'était un bar qu'il connaissait et qu'il côtoyait. Donc c'est quand même assez surprenant, sachant aussi qu'on a retrouvé chez Marc Delpech une ébauche de livre. Une ébauche de livre, alors on a retrouvé, je parle sous votre contrôle à tous les deux, une forme de dossier de presse d'abord, avec des coupures de presse sur Tatiana, et une ébauche de livre qu'il écrivait, de romans, je ne sais pas comment il faut appeler ça, qui s'appelait Tatiana. Donc il y a quand même énormément de choses, trop, pour que pour moi ce soit des coïncidences, beaucoup trop. Il a été entendu par la police judiciaire de Perpignan. Rien n'a pu être démontré, on n'a pas de corps, on n'a rien du tout. Aujourd'hui, je pense que la piste n'a pas été suffisamment exploitée, pour ma part, je pense qu'il y aurait eu d'autres choses à faire qui n'ont pas été faites, ce que je déplore aujourd'hui. Et on s'en aperçoit justement avec le pôle Cold Case. Bien sûr. Donc ça me donne un espoir vraiment supplémentaire que ces gendarmes de Montpellier aient repris l'enquête parce que il y a des lacunes quand même. Il y a eu beaucoup de lacunes dans cette enquête. La piste Delpech est évidemment étudiée par le pôle de Nanterre. Est-ce que vous êtes au courant d'autres investigations sur d'autres points ? Oui, mais ça c'est... le secret d'enquête, on ne va pas nuire à l'enquête. Mais déjà savoir qu'il y a des pistes, c'est quelque chose d'important. À l'évidence, oui, le service d'enquête et le pôle d'instruction a évidemment identifié un certain nombre d'hypothèses de travail et qu'ils identifient, qu'ils isolent et sur lesquelles évidemment ils travaillent. Delpech
a ou fait peut-être encore partie de ces hypothèses de travail, mais on le sait, il y en a d'autres à côté. Là, je pense qu'il faut pas aller beaucoup plus loin sur ce questionnement, parce que il s'agit pas pour nous de mettre en difficulté ce travail-là. Surtout pas nuire à l'enquête. Non. Mais on voit à quel point le pôle de Nanterre réussit à apporter des réponses ces derniers temps sur des très vieilles histoires. Vous avez aussi fort qu'au premier jour la conviction que vous saurez? Alors moi, je sais que ma fille n'est plus là aujourd'hui. Je sais qu'elle est morte le 24 septembre 1995. Aujourd'hui, j'ai besoin de savoir qui lui a fait du mal, pourquoi, comment. Et je suis persuadée qu'avec le pôle Cold Case, on obtiendra les réponses qu'on attend depuis 30 ans. Vous avez d'autres enfants, vous avez des petits-enfants qui vous apportent beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. Oui. On approche de Noël, j'imagine que pour vous, la vie n'a jamais plus été pareille, que chaque Noël est évidemment à la fois difficile. On ne peut pas vivre de la même façon quand on a perdu un enfant. On ne peut pas vivre de la même façon quand on vit dans l'attente sans pouvoir faire de deuil, parce qu'en fait, on ne sait pas. Donc on ne sait pas, et j'espère ne pas mourir sans savoir ce qu'est devenu ma fille, en fait. Et aujourd'hui, pour continuer ce combat, vous êtes en train d'écrire un livre, notamment sur Tatiana et tout ce combat que vous menez. J'ai fini d'écrire un livre, qui raconte ma vie, et notamment le combat pour retrouver Tatiana. Donc, à Bouteille à la mer, si jamais il y a un éditeur. J'ai été accompagnée à l'écriture par une merveilleuse personne. Voilà. Et c'est un élément de plus pour mener le combat, pour continuer ce combat. On espère, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, oui, que la prochaine fois, le pôle de Nanterre aura donné de nouvelles informations et que vous viendrez avec des informations en plus, un début de réponse ou des réponses complètes à ce combat que vous menez. Merci beaucoup. J'espère pouvoir venir pour dire que c'est enfin élucidé. Et on sera heureux de vous recevoir à ce moment-là. Merci beaucoup, Marie-Josée Garcia. Merci beaucoup, Maître Philippe Captiel, d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Nous, on va se plonger dans le viseur de Guillaume Farde. Et dans le viseur de Guillaume Farde, une affaire qui nous concerne tous et qui nous questionne tous, l'affaire du petit Émile, avec la piste criminelle qui semble donc désormais avérée. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ravi de vous retrouver. On a en effet eu cette semaine, dans l'affaire Émile, qu'on suit, qui est une sorte de feuilleton à la fois judiciaire et d'enquête, on a eu accès cette semaine au rapport d'analyse qui a été fait, d'expertise, qui a été fait sur la boîte crânienne retrouvée fin mars 2024 du petit Émile. Et sur cette boîte crânienne, il y a une lésion qui change tout. Oui, effectivement, une lésion au niveau de la pommette. Avant que cette analyse ait lieu, vous vous souvenez, Philippe, on se posait 4 questions. Est-ce que Émile était mort accidentellement en étant tombé ? Est-ce que, deuxième question, il avait été percuté par un véhicule ? Troisième question, est-ce qu'il avait été mangé par un animal sauvage ? Quatrième question, est-ce que il était mort parce qu'on l'avait tué en le frappant au niveau de la boîte crânienne ? Eh bien, les 3 premières hypothèses sont maintenant exclues. On sait que ce qui a provoqué la mort d'Émile, c'est un coup qui a été porté sur sa boîte crânienne, précisément sur son visage, au niveau de la pommette, du zygomatique, précisément, avec un objet qui a servi à le frapper. Et donc, cet élément est très important parce que ça écarte la piste de la mort accidentelle et ça oriente l'enquête vers une mort de nature criminelle. C'est évidemment ce qu'on pressentait, mais qui se confirme. La capacité des analyses scientifiques fait que probablement on aura une idée, s'ils ne l'ont déjà, de la forme de cet objet, de quel type d'objet il peut s'agir. Donc c'est évidemment crucial pour l'enquête. Et un autre élément cette semaine, révélé par Ronan Folgoas du Parisien, c'est un témoignage clé aussi qui permet de remonter les dernières minutes de la vie d'Émile. Oui, ça c'est une information effectivement du Parisien, vous le disiez. On se replonge dans le passé, ce 8 juillet 2023, quand Émile disparaît. Le dernier témoin qui le voit dans le hameau du Haut-Vernay le voit précisément à 17h15. Il le voit à l'extérieur de la propriété des grands-parents. Il le voit dans le village. C'est la dernière fois qu'un témoin le voit. Et ensuite, ce témoin va dire autre chose de précis et de précieux. C'est que le grand-père, il va le voir aussi. Mais il va le voir 7 à 10 minutes plus tard, rechercher Émile. Et donc, il y a ce
laps de temps de 7 à 10 minutes entre 17h25 17h35 ce jour-là où personne ne sait précisément où se trouve Émile. Et alors là, il y a pléthore d'hypothèses. Est-ce que parce que Émile était sorti sans l'autorisation manifestement de ses grands-parents dans le village, il aurait été frappé, victime de quelque chose, mauvaise rencontre, etc. Ça, on ne sait pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'est la dernière fois où il a été vu à 17h25 et que le grand-père, lui, a été vu entre 7 et 10 minutes plus tard. Est-ce qu'il le cherchait ? Est-ce qu'on était parti sur un autre scénario ? Ça, c'est à l'enquête de le dire. Qu'est-ce qui va justement se passer en termes d'enquête maintenant, une fois qu'on a tout cela ? Il y a 2 éléments sur lesquels il va falloir maintenant progresser. Le premier, c'est retrouver l'arme du crime, puisque, on le disait au début de cette chronique, on sait que c'est un coup qui a été porté sur son visage avec un objet. Quel est cet objet ? Il faut le retrouver. Deuxièmement, où est-ce qu'il y a eu le lieu du crime ? Où est la scène de crime ? On sait que désormais c'est la piste criminelle, on n'est pas dans quelque chose d'accidentel. Émile a été tué, où est-ce que ce coup mortel lui a été porté ? Les analyses scientifiques ont déjà dit que le corps avait été stocké dans un endroit qui était à l'abri de la lumière, plutôt à l'abri de l'humidité. On pense à une grange, en tout cas le corps Émile n'est pas mort sur le lieu où on a retrouvé son corps. Le corps avait été mis de côté. Donc est-ce que là où le corps a été entreposé, c'était la scène de crime ? C'est la question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Émile est mort de façon criminelle et il est mort au Haut-Vernay, donc les investigations se poursuivent. Et on suit évidemment cette enquête avec attention. Merci beaucoup Guillaume, vous restez avec moi, tout de suite on va rejoindre notre grand témoin de la semaine. Dans quelques jours, ce sera Noël. Dans 4 jours, même précisément, ce sera le 25 décembre. L'occasion de vous raconter un drôle de mystère de Noël, un drôle de cold case de Noël particulièrement mystérieux, c'est le moins qu'on puisse dire. L'histoire d'un chasseur découvert au matin du 25 décembre, décapité avec une botte de chasse à la place de la tête. Cet homme, c'est lui, Christophe Douard. Il n'avait que 28 ans. C'est son histoire et l'enquête qui suit qu'on va vous raconter avec Plana Radenovic qui nous a rejoint. Bonjour, rebonjour Plana, parce que cette histoire, vous la connaissez parfaitement, vous la suivez depuis le début et c'est vrai qu'elle est absolument passionnante, cette histoire totalement folle. Et Guillaume nous fait le plaisir de rester et lui aussi nous éclairer de son analyse sur ce cold case. D'abord, situons peut-être les choses, géographiquement on est dans l'Allier, on est dans la campagne, on est dans un territoire de chasse. On va voir sur une carte, c'est à Busset précisément dans l'Allier, on est au centre de la France, une belle campagne où on chasse régulièrement. Christophe Douard est un chasseur. C'est qui Christophe Douard ? D'abord précisez-nous peut-être un peu le contexte. Oui, alors c'est vrai que le territoire est très important dans cette affaire parce que là-bas tout le monde est chasseur, éleveur ou boucher, ou les trois à la fois. Et on verra que c'est une qualité qui peut servir dans cette histoire. Exactement. Et donc Christophe Douard, c'est donc un chasseur, un jeune chasseur qui a un caractère très fort, un caractère tempétueux. Vous savez, des fois, il y a une personne qui décède et on dit mais on comprend pas, il avait pas d'ennemis, etc. Lui, s'il avait des ennemis, etc. Donc c'est pour ça aussi, enfin on va pas spoiler, mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu des fausses pistes. Mais bon, bref. Donc c'est quelqu'un qui a un caractère très fort. C'est quelqu'un qui est marié avec une dame qui s'appelle Maria. Ouais. Et voilà, il a 28 ans. Il est ouvrier et il est chasseur. Vie normale, les photos de mariage. 16 décembre 1995, il va dîner chez son frère, dîner classique. Mais c'est là qu'on va perdre sa trace. Oui. Et alors, ce qui est très étonnant aussi, c'est que, donc, vous le dites, c'est avéré. Il va dîner chez son frère le 16 décembre. Il regarde en plus un match de foot. Donc, en plus, c'est daté dans le temps. On perd sa trace, mais sa femme ne signale sa disparition aux gendarmes que 2 jours plus tard, donc le 18 décembre. Donc, ça peut paraître un petit peu étonnant. Par rapport à son fort caractère, à sa forte personnalité, il ne s'agit pas évidemment de salir, mais il s'agit juste de donner des éléments factuels. C'est quelqu'un qui avait tendance aussi à forcer un peu sur la boisson et donc à se retrouver parfois dans des états pas possibles et à pas rentrer forcément chez lui, ce qui peut aussi expliquer pourquoi à l'époque, en tout cas, les enquêteurs n'ont pas trouvé ça si louche que ça qu'elle signale sa disparition 2 jours plus tard. Samedi soir, 16 décembre, il dîne chez son frère, sa femme ne le voit pas revenir, laisse passer le week-end. Et le lundi, elle va quand même aller dire « c'est curieux, mon mari n'est pas rentré ». Des investigations vont commencer, pas grand-chose. Et puis tout bascule le 25 décembre au matin, des chasseurs qui vont à la chasse
vont passer dans un fossé et vont voir quelque chose. Oui, alors on est le 25 décembre au matin, j'y suis allée sur cette route, c'est une départementale et vraiment petite route qui serpente dans la campagne. Ce jour-là, il neigeait, m'a dit un habitant, parce que tout le monde est très marqué évidemment encore par cette histoire dans le coin. Et en fait, son corps est placé, je dirais face contre terre, même s'il a plus de tête, mais en tout cas l'avant du corps contre la neige, dans une mise en scène complètement macabre, puisque donc il n'y a plus de tête et à la place de la tête il y a une botte. Et très vite, parce que on le répète, mais ce sont des chasseurs, des bouchers, des éleveurs, on va se rendre compte très vite que le corps est complètement exsangue, ça veut dire vidé de son sang. Et tout de suite, ce que m'a dit tout le monde là-bas, moi je connais pas, je suis pas dans ce milieu-là, mais j'ai découvert ça là-bas. C'est comme quand on vide, par exemple, un cochon de son sang. Il y avait vraiment 0 gramme de sang dans son corps. Très particulier. Un homme décapité, une botte de chasse à la place de la tête, vidée de son sang. Il faut aussi s'intéresser à cette tête décapitée. Écoutez ce qu'en disait une criminologue à l'époque. Bien sûr, qui est un spécialiste du découpage, parce que la tête a été proprement découpée. Elle n'a pas été découpée à l'acier électrique ou à coup de hache. C'est un travail beaucoup plus difficile. C'est très difficile de passer entre 2 vertèbres. Donc c'est un chasseur, un chirurgien, un vétérinaire, un cuisinier, quelqu'un qui travaille habituellement avec des instruments tranchants et qui sait s'en servir. D'où le lien avec la boucherie dont vous disiez tout à l'heure. Donc un professionnel, et c'est un travail de professionnel. On va donc assez naturellement commencer à regarder dans le monde de la chasse. Il y a un homme qui va très vite faire figure de suspect parce que cet homme, il a une histoire de chien volé. Alors on va regarder, vous savez, les chiens de chasse, c'est toujours quelque chose de très important quand on est chasseur. Il y a une petite chienne qui s'appelait Flora, très efficace visiblement, c'est la chienne de Christophe Douard, l'homme qui a été retrouvé décapité, et un certain Christophe Maillet est soupçonné d'avoir volé la chienne, Guillaume, et donc on dit, s'il a volé la chienne, c'est que c'est lui qui l'a tué. Oui, l'enquête s'oriente d'abord vers des rivalités dans le milieu de la chasse, et Dominique Maillet, vous le citiez, lui va être inquiété, mis en cause, suspecté d'avoir tué Christophe Douard pour des questions de rivalité liées à des chiens de chasse. Sa vie va devenir un enfer dans le village, parce que tout ça se joue dans un milieu très rural, dans l'Allier. Il va être surnommé Quick, soi-disant c'est lui qui aurait coupé la tête de Christophe Douard. On l'avait aussi appelé la persillade, c'était un autre surnom, parce qu'il était soupçonné de l'avoir mangé, c'est ce qu'on disait dans le village, avec du persil. Et donc, cette légende-là, cette rumeur va être très dure à porter. Son fils va se suicider. Et cet homme, il est définitivement mis hors de cause par la justice. Il est innocenté. La légende dit d'ailleurs que quand l'enquête a été réouverte, on va en parler, et que les soupçons se sont portés sur la femme de Christophe Douard, Dominique Maillet est allé dans le bar qu'il ne fréquentait plus, où il y avait tous ceux qui l'avaient accusé, qui leur avaient dit: le coupeur de tête vous salue bien bas, parce qu'en fait, il a été victime de cette rumeur publique dans ce milieu très rural. Il a été accusé, son fils n'avait plus pu fréquenter le club de foot notamment, où il avait l'habitude de jouer. Ça a été extrêmement éprouvant pour sa famille, mais c'était une fausse piste manifestement. Et cet homme a été innocenté dans le plus grand secret, parce que cette histoire elle dure. Et dans le plus grand secret, le procureur Éric Neveu, à partir de 2020, va reprendre l'enquête. C'est rare, c'est-à-dire qu'il ne fait pas d'annonce, il ne dit rien, et très secrètement, en gardant le silence, il reprend cette enquête. Il travaille. Il y a une première anecdote qui va d'abord interpeller, c'est une anecdote racontée par le frère de Christophe Douard, qui dit: tiens, mon frère Christophe m'avait raconté quelque chose d'étrange qui m'est arrivé avec ma femme dans la baignoire. Oui, alors c'est vraiment très étrange cette anecdote. Donc Christophe Douard est dans la baignoire en train de prendre son bain, scène classique conjugale on va dire. À côté il y a sa femme qui se sèche les cheveux avec un sèche-cheveux, et en fait le sèche-cheveux tombe dans la baignoire, et donc il manque de, entre guillemets, faire une Claude François, d'être électrocuté, et il n'y est pas, il s'en sort avec une grosse décharge électrique, mais c'est très peu de temps de mémoire, c'est peut-être même le jour même avant sa disparition. Premier élément, ça veut dire qu'on va commencer à s'intéresser à Maria, la femme de ce chasseur. Et là, il va y avoir une histoire de linge lavé, vous allez nous raconter, qui vient aussi un peu nuire à l'image de Maria. Oui, alors quand vous dites on va s'intéresser à Maria, en effet, c'est en 2020, lorsqu'on regarde le dossier avec un œil neuf, parce que sur le coup, pas du tout. En fait, on se rend compte que les habits avec lesquels Christophe Douard est retrouvé ne correspondent pas aux habits qu'il portait la dernière fois où il a été vu, donc ce 16 décembre. Donc déjà, ça intrigue un petit peu les enquêteurs. Et en fait,
tout ça figure au dossier parce que quand même, faut savoir que ces enquêteurs là qui ont travaillé en secret, ils ont repris les éléments du dossier qui avaient à l'époque pas été bien investigués visiblement, Et donc, en fait, au dossier figure le fait que Maria, elle a apparemment fait des grandes lessives ce week-end-là. Donc, qu'il y a des affaires de Christophe Douar qui ont été lavées. Des grandes lessives, une grosse consommation d'eau, un grand ménage aussi. Oui, il y a le fait que, comme ça a été très bien rappelé, les vêtements dans lesquels on le retrouve, sans sa tête, qui n'a jamais été à le retrouver, ne sont pas les vêtements qu'il a l'habitude de porter. Ces vêtements, ils ont été lavés, et parce que possiblement, et c'est une hypothèse des enquêteurs, ils auraient été lestés de sang, le sang de Christophe Douar. Ces vêtements, c'est sa femme qui les a lavés. Ça, plusieurs témoins sont affirmatifs. Elle les a mis à sécher. La facture d'eau. Il y a une consommation anormalement d'eau le week-end qui suit sa disparition. Cette femme a loué une shampooineuse également. Donc quand les enquêteurs voient ça, ils disent mais en fait, vous avez loué une shampooineuse Pile comme le si bon vous week-end. aviez quelque chose à nettoyer, des traces à faire disparaître. Ça fait beaucoup. Cette femme est titulaire d'un CAP de boucherie. Alors certes, il y en a beaucoup dans la région. Mais comme on a rappelé que la découpe de la tête est très nette, que les cervicales ont été parfaitement contournées, qu'il y avait une technique pour rendre le corps exsangue, ça faisait quand même beaucoup. Alors, elle plaide qu'elle n'aurait jamais eu la force physique de soulever le corps, mais le corps sans sa tête, délesté du poids du sang, pourrait faire qu'elle aurait effectivement pu. Donc il y a un faisceau d'indices graves concordants qui justifient sa mise en examen et qui vont faire que, oui, elle est de plus en plus désignée comme étant possiblement celle. Elle reste présumée innocente. Mise en examen aujourd'hui. Voilà, mais qui pourrait avoir tué... Avec peut-être le concours de quelqu'un, parce que vous soulignez un point important, seul c'est peut-être compliqué. Dans la botte mise sur la tête, on a retrouvé l'ADN de Maria, la femme de Christophe Douar. Jusque-là, on peut se dire, ils vivent dans la même maison, c'est assez normal. Mais on a aussi retrouvé un ADN masculin inconnu. Oui, qui pourrait aussi être celui de l'un des frères de Maria, parce que Maria, ses frères sont bouchers. Donc parce que Maria Douar, c'est une dame elle fait une 50aine de kilos. Donc c'est sûr qu'on ne l'imagine pas traîner le corps d'un homme, lui couper la tête. Enfin, ça fait beaucoup pour une personne de ce gabarit-là. Mais en effet, alors après, comme vous le dites, elle est bien présumée innocente et puis elle a jamais dit que c'était elle, etc. Mais bon, puisqu'elle a en plus des frères qui auraient pu, pourquoi pas l'aider. Et vous allez peut-être y venir, mais en plus, on a découvert aussi un mobile. C'est ce que j'avais dit. Est-ce qu'il y a un mobile ? Alors, on a appris, les enquêteurs en relisant le dossier avec cet œil neuf, ont découvert qu'en plus, Maria Douar, elle était loin d'être heureuse dans son mariage, mais loin d'être heureuse, c'est-à-dire qu'elle était même victime de violences conjugales de la part de Christophe Douar, qui donc buvait beaucoup, qui avait tendance vraiment à la frapper, et qu'elle avait voulu divorcer de lui, et que très peu de temps avant les faits, ça j'avais vu ça dans le dossier aussi. Très peu de temps avant les faits, il est tellement ivre qu'il vomit sur la banquette arrière de sa voiture à elle. Il nettoie pas le lendemain, etc. Elle part travailler le lundi avec sa voiture qui sent le vomi. Le soir, elle s'énerve, il la frappe. Donc c'est vraiment un couple qui va quand même très mal. Et puis c'est 1995, les violences conjugales ont été largement minimisées, mais aussi dans l'enquête, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas considéré que ça pouvait être un mobile potentiel. Cette histoire est absolument incroyable. C'est un mystère de 30 ans tout juste cette année. Maria est mise en examen. Ça ne veut pas dire qu'elle est coupable, ça ne veut pas dire qu'il y aura un procès. L'enquête se poursuit. Oui, l'enquête se poursuit. Faut quand même saluer ce procureur parce que Éric Neveu. Oui, Éric Neveu, qui est un jeune procureur qui a débarqué dans ce secteur où tout le monde se connaît, où tout le monde connaît l'affaire Douar, ou de parler de l'affaire Douar, je peux en témoigner, c'est explosif. On se fait insulter. Enfin, même si on dit que c'est pas Dominique Maillet, c'est compliqué, etc. Lui, il a tout rouvert, il a mis les choses sur la table et puis, en effet, elle est mise en examen. On va voir comment se poursuit l'enquête. Absolument incroyable cette histoire. Merci beaucoup à vous deux. Merci Plana d'être sur le plateau d'Histoire criminelle. On se donne rendez-vous, Guillaume, très vite pour d'autres histoires criminelles. Des émissions pendant toutes les fêtes d'Histoire criminelle. Vous allez voir, on vous réserve quelques surprises. Et puis, vous le savez, Histoire criminelle, c'est aussi un podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple. Vous pouvez nous retrouver. Merci de votre fidélité. Vous restez avec nous sur LCI parce que l'actualité reprend ses droits dans un instant avec Emmanuel Macron qui va s'exprimer depuis Abu Dhabi. Vous allez suivre en direct la prise de parole du chef de l'État avec des annonces importantes annoncées. C'est bien sûr sur LCI. À très vite.